Vous cherchez du nouveau dans votre jardin? Et pourquoi ne pas vous offrir un ermite? Au XVIIIe siècle, des catalogues de jardinage paraissent à destination des propriétaires de grands espaces verts et offrent des modèles à imiter pour être au top des tendances. Ainsi on y trouve des fontaines nouvelle gamme, des statues dernier cri. Mais à partir de 1775, une nouvelle catégorie d'accessoires apparaît dans les magazines, grottes et ermitages. C'est le mouvement romantique qui inspire cette nouvelle tendance. Des poètes tels que John Milton et William Wordsworth vantent les vertus de la solitude et de l'antimatérialisme. Être ermite devient un idéal romantique, et tout riche qui se respecte se doit en avoir un. Mais attention, avoir un ermitage chez soi est chose sérieuse et demande donc des règles d'esthétique assez strictes. Bois et pénombre sont les deux principaux ingrédients à la bonne ambiance ténébreuse et inquiétante qu'il sera préférable d'avoir. Les zones de jardin les plus reculées deviennent alors les meilleures places pour l'installation de son ermitage. Des annonces commencent à fleurir dans les journaux, proposant des postes d'ermite. On recherche l'ermite parfait, c'est-à-dire le vieil homme latin, écrivain, philosophe, poète, pas très propre, à la longue barbe et aux cheveux mal entretenus. Des paysans n'hésitent pas non plus à proposer leurs services, comme le démontre cette annonce du London Courier de 1810. Jeune homme souhaitant se retirer du monde et vivre comme un ermite dans un endroit convenable en Angleterre, prêt à s'engager avec n'importe quel noble ou gentleman désireux d'en posséder un. Qu'est-ce qu'il fout là, le crado? Il faut dire que le poste est onéreux. Pour simplement déambuler crade et mal coiffé dans les jardins, certains sont payés à ce qui équivaut de nos jours à 500 000 €. Mais le contrat est long. Il faut rester 7 ans pour pouvoir toucher sa paye. C'est dans les années 1800 que l'intérêt pour les ermites décline et que les propriétaires remplaceront leurs poètes par de simples mannequins en cire. Is that you, Hermit Bob? We kinda can see you. Vous avez soif? Vous ne trouvez pas d'eau? Et pourquoi ne pas faire appel à un sourcier? Depuis l'Antiquité, la baguette est utilisée comme moyen de divination, mais son usage pour trouver de l'eau remonte au XVe siècle en Allemagne. Rhabdomancie. Rhabdomancie, c'est le mot utilisé pour définir la recherche d'objets cachés à l'aide de baguettes. Bien sûr, on attribue vite à cette pratique des vertus magiques, et qui dit magie dit condamnation de la part de l'Église. Les sourciers sont donc interdits, tandis qu'ironiquement de nombreux hommes de foi pratiquent la recherche de sources. Et pourtant la pratique perdure pendant des siècles, l'usage se répand progressivement et en plus, elle évolue. Il faut dire que l'on peut débusquer toutes sortes de choses grâce à ces petites baguettes. Au XVIIe par exemple, Martine de Bertoureau et Jean du Châtelet, baron de Beausoleil, utilisent des baguettes mais aussi des pendules de sourciers pour trouver des mines en Europe. Durant la Première Guerre mondiale, des sourciers auraient même été utilisés par l'armée française et allemande pour détecter des galeries, des caches et des mines. Et je vous entends vous demander si ce métier existe encore de nos jours. Eh bien oui, et je peux même vous dire que de nombreux sourciers ont bien profité du record de sécheresse cette année. Mais alors, comment ça marche au juste? Déjà pour être sourcier, c'est bien d'avoir un don ou des pouvoirs hérités, sinon vous partez déjà avec un handicap, parce que la baguette ou le pendule sert juste à amplifier votre pouvoir. Et ce don vous vient de quoi? D'une hypersensibilité? Vous ressentez les choses, vous ressentez l'eau, la force? Oui. Mais disons que vous avez passé cette étape, c'est bon, vous êtes sourcier. On vous appelle donc pour trouver une source, mais surtout le lieu idéal pour bâtir un puits, car c'est surtout à ça que vous servez. Il ne vous reste plus qu'à trouver une bonne baguette de noisetier en forme de Y, de la tenir dans vos mains les paumes vers le haut, et dès que votre baguette se tortille puis se tord violemment vers le sol, c'est que c'est ok. Sous vos pieds devrait se trouver une source d'eau souterraine. Mais attention, il faut savoir que le pouvoir de sourcier n'a jamais pu être démontré scientifiquement, malgré des expériences effectuées dans des conditions rigoureuses. On pourrait penser que c'est vous qui l'a relevé. Avec l'effort? Oh non. Non, parce que si je résiste, vous voyez, on en casse. Vous avez toujours rêvé d'être dentiste? Eh bien, j'ai le moyen qui peut vous éviter de faire de longues années d'études. Le mieux, c'est de retourner au XVIIe siècle, l'époque où le commerce sucré prospère dans les colonies, et par la même occasion ravage les mâchoires occidentales. C'est à partir de cette époque que de nombreuses personnes en Europe souffrent en silence de maux de dents. Vous l'aurez compris, les mâchoires occidentales ont besoin de vous. La fonction d'arracheur de dents est surtout pratiquée par les barbiers chirurgiens depuis quelques siècles. Mais ne vous inquiétez pas, il n'existe pas encore de traité d'odontologie, ce qui veut dire que tout le monde peut se lancer dans le métier. J'ai même entendu dire que dans certains petits villages, c'est parfois le forgeron qui prend le rôle d'arracheur de dents. Pour devenir un vrai arracheur professionnel, c'est assez simple. Il vous faudra une paire de tenailles, un assortiment de lames et surtout une bonne poigne pour extraire les molaires bien enracinées. Par contre, il vous faudra maîtriser l'art subtil du mensonge. Et petit conseil, n'hésitez pas à vous faire accompagner de musiciens ou de chanteurs, histoire de couvrir les cris de douleur de vos victimes. Vous voilà devenu apprenti dentiste. Maintenant pour la procédure à suivre. Nettoyez la dentition de votre patient à l'eau forte, autrement dit un acide très corrosif, ce qui lui donnera un éclat incomparable. Ça risque aussi de déplumer sa mâchoire, mais bon, passons les détails.
Pour soigner les dents cariées, qu'on pense larves et de verre, rien de plus simple. On les burine au marteau avec la pointe d'un clou. Une fois arrachées, on monte à leur place des dents saines, rachetées à leurs anciens propriétaires ou carrément tirées de la bouche de cadavres. Un conseil, lancez-vous vite dans le métier, car tous ces maux de dents extrêmement répandus ouvrent la voie à une modernisation de la profession. Dans le beau Paris, l'arracheur est petit à petit supplanté par des dentistes précurseurs, à l'image de Pierre Fauchard qui publie son traité des dents en 1728. Vous voulez que votre enfant perce dans la chanson, même s'il doit en payer le prix fort? Eh bien j'ai trouvé la stratégie qu'il vous faut. Dans l'Europe du XVIIe siècle, on admire les voix évangéliques des castrats, s'élevant au cœur des cathédrales. Ces hommes, riches et célèbres, inspirent aux parents pauvres des rêves de grandeur. Pour que votre enfant devienne castrat, c'est assez simple. Quand il atteint l'âge de 7 ans, avant la fameuse mue de l'adolescence, il faut le plonger dans un bain chaud pour atteindre une sorte de léthargie, situation la plus proche de l'anesthésie médicale, après quoi les testicules sont retirés. De quoi? On avait parlé d'en payer le prix fort. Je préviens quand même, vu le gain réalisé pour les barbiers sans scrupules, certains bouchers savent s'improviser chartreurs, donc vigilance. D'autant que d'autres aspects physiologiques sont bouleversés par l'ablation génitale. Absence de pilosité de pomme d'Adam, membres très longs par rapport à la taille du corps, tendance à l'embonpoint et sexe de taille réduite. Mais bon, ce ne sont que de petits prix à payer au vu du gain à se faire. De quoi? Qu'en pense la papauté? Elle est hostile à la pratique, mais ne vous inquiétez pas, elle détourne le regard, car la castration est autorisée ad honorum Dei, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Les femmes, pourquoi les femmes ne se lancent pas dans la carrière de castrat? Eh bien, elles sont depuis toujours exclues du corps des chanteurs, à l'appui d'un vieil énoncé biblique, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Revenons à notre future star. Une fois l'opération effectuée, n'hésitez pas à l'envoyer dans les écoles spécialisées de Naples et de Bologne. Mais attention, car il y a peu d'élus, seul un castré sur 10 parvient à percer dans le milieu. L'immense majorité se retrouve sans sous, avec une voix hybride aigre et nasillarde. Si votre gosse fait partie des heureux élus, il doit ensuite subir une éducation rigide en institution religieuse. Levé à 5h du matin, confession hebdomadaire, repas silencieux et une grande dose d'exercices vocaux à vocation spirituelle. La belle vie quoi, non? S'il parvient au bout de sa formation et conserve sa voix miraculeuse, il verra s'ouvrir devant lui un chemin pavé d'or et de gloire. Adulé sur les scènes européennes, jonglant avec les compositions de Handel, Monteverdi ou Vivaldi, sur scène il interprétera César, Pompée, Achille ou Alexandre. Coiffé de perruque, il se glissera aussi dans des rôles féminins. Au XVIIIe siècle, les castrats continuent d'être acclamés, notamment sur les scènes de Vienne et de Londres. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, le succès des castrats s'essouffle. La musique baroque est passée de mode, et ses héros sont les sujets de moqueries sournoises. Roger de Lille, compositeur de la Marseillaise, plaisante en 1792, notre armée pourra tirer peu de profit d'un canon dépourvu de balles. 6 ans plus tard, les états pontificaux révoquent l'interdiction faite aux cantatrices de chanter dans les théâtres. Les castrats sont définitivement évincés. Et pourquoi ne pas devenir voleur de cadavres? Attention à ne pas confondre avec le pilleur de tombes, qui s'attaque aux trésors dans les sépultures, tandis que les voleurs, eux, ont un intérêt bien particulier pour les cadavres. Non, vous valez mieux que ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le cadavre en lui-même. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, leurs dents peuvent facilement être vendues à des arracheurs peu scrupuleux. Leur peau peut trouver usage dans la reliure de livres. Mais surtout, le cadavre se révèle être un objet d'étude précieux pour les apprentis chirurgiens, à condition qu'il soit exhumé avant d'entrer dans un état de putréfaction. Au cours du XVIIIe siècle, la montée en importance de l'étude de l'anatomie humaine crée une compétition féroce entre les écoles de médecine. La crainte d'une pénurie de cadavres pousse les écoles à redouter que les étudiants ne choisissent des établissements mieux pourvus en dépouilles. Avant l'Anatomie Act de 1832, la récupération des corps des condamnés était la seule voie légale. Insuffisante pour satisfaire la demande, elle pousse certains à s'aventurer dans l'illégalité. La demande croissante liée à la pénurie fait des cadavres une ressource précieuse. Les résurrectionnistes ou hommes de résurrection se livrent alors à l'enlèvement et à la vente de cadavres. Travaillant en équipe, leur mission principale consiste à fournir aux institutions médicales et aux praticiens un approvisionnement constant en cadavres frais destinés à des études anatomiques. C'est là que vous, en tant que voleur de cadavres, entrez en scène. Un mot d'ordre, la discrétion. Vous aurez besoin de rabatteurs postés à l'entrée des cimetières, vous informant de l'imminence d'un enterrement. À la tombée de la nuit, vous vous introduisez discrètement dans le cimetière. Dégagez silencieusement la terre fraîche avec une pelle en bois pour éviter des bruits excessifs. Avec précaution, vous retirez la dépouille, tout en veillant à la placer délicatement sur un morceau de toile à proximité de la tombe. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à dévêtir le cadavre, le ligoter et le placer soigneusement dans un sac. Assurez-vous de replacer tous les vêtements et objets dans le cercueil, afin d'éviter toute confusion avec les pilleurs, souvent soumis à des condamnations plus sévères pour leurs actes. Mais attention, braver l'interdit n'est pas sans risque. Au-delà des sanctions juridiques, manipuler des chairs mortes expose à des infections. De plus, les scandales ne tardent pas à éclater. Mais pour certains, le gain financier prime sur tout. Donc si vous êtes un voleur peu scrupuleux, vous n'hésiterez pas à vous lancer dans le milieu et à vous remplir les poches. Un conseil essentiel, tous les cadavres ne se valent pas. Évitez ceux décapités ou pendus.
privilégier les noyés ou les étouffés, dont les organes restent relativement intacts. Si les corps de criminels ou de vagabonds sont difficiles à obtenir sans attirer l'attention, explorez d'autres profils, tels que les prostituées, les suicidés ou ceux décédés lors de duels. Vers la fin du XVIIIe siècle, le trafic de cadavres atteint son apogée. Le public devient vigilant, prolongeant les veillées funèbres au détriment de la préservation du corps. On renforce la sécurité des cercueils avec des cadenas et des barreaux de fer. Certains vont même jusqu'à engager des gardes pour patrouiller dans les cimetières. Mais ne désespérez pas, il y a toujours une alternative. Prenons l'exemple de William Burke et de son gang de meurtriers anatomiques à Édimbourg au début du XIXe siècle. Burke, ayant assassiné plus de 16 personnes, vend leurs corps aux universités locales. Sa technique impliquait de pincer le nez de ses victimes et de s'allonger sur leur poitrine pour éviter tout dommage physique. D'ailleurs, après sa condamnation et son exécution, son corps est disséqué et son squelette est exposé au musée anatomique de la faculté de médecine d'Édimbourg. Au XIXe siècle, des pays comme le Royaume-Uni introduisent des lois sur l'anatomie pour réguler l'approvisionnement en cadavres. L'Anatomie Act de 1832 en particulier réglemente l'accès légal aux cadavres, permettant à la science de sortir de la clandestinité.